UX Writers FR avec Cyril Letton et Camille Promera. Et ce soir, évidemment, c'est le moment où une voiture décide de passer. Ce soir, on accueille 2 personnes pour nous parler de la place de l'UX Writer dans une équipe. C'est un sujet sur lequel les recruteurs s'interrogent beaucoup. Nous, on le voit au niveau du collectif avant d'intégrer la discipline dans leurs équipes. Et même une fois que les UX Writers ont été intégrés, on se demande toujours comment travailler. Est-ce qu'il faut nous diviser dans les différentes tribes ou pas? Et avant ça, il y a 2 choses que je voulais vous dire. La première, c'est que Cyril ou Camille va pouvoir envoyer sur le chat le Linktree de UX Writers FR, sur lequel vous pourrez trouver le lien vers le Ko-fi si vous avez envie de nous donner quelques euros pour nous permettre de continuer à payer nos petits abonnements. Ce serait super. Et l'autre chose, c'est qu'on cherche toujours des intervenants, des intervenantes, qu'on le dit souvent à la fin des talks. Et c'est comme ça que l'année dernière, Morgane nous a contactés pleine d'enthousiasme. Donc, on voudrait bien, si vous avez des idées, que vous nous écriviez. On va rester sur l'idée de un talk par mois. Mais en tout cas, il nous reste quelques mois où on pourrait vous faire parler. Voilà, je vous laisse la parole et puis on se parle à la fin. Du coup, je prends la main. Alors, salut tout le monde. Hop, je partage mon écran. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, déjà, je suis ravie, et Morgane aussi, on est ravis d'être là pour ce talk de rentrée. Puis la rentrée, c'est plutôt approprié puisqu'on va vous parler de Open Classrooms, qui est une école en ligne. Donc voilà, c'est assez rigolo. On va parler aussi de ce qu'on a traversé, ce que Louise et moi avons traversé, parce qu'on est arrivé à 2 Open Classrooms. Donc ce qu'on a vécu pendant l'année et demie qui s'est écoulée, donc nos incertitudes, les itérations par lesquelles on est passé. Et Morgane va vous parler de l'état des lieux et de la vision. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, le produit Open Classrooms, parce que ça vous permettra de comprendre vraiment la position des UX Writers dans tout ça. Pour information, le modèle dont s'est inspiré l'équipe quand ils ont constitué l'organisation produit, c'est celui de Spotify, la culture engineering de Spotify. Donc, on pourra vous partager les liens après. La manière dont c'est fait, c'est que l'équipe produit est répartie en squads, qui sont des équipes fonctionnelles, qui s'occupent d'une partie définie du produit. Ce sont des équipes transverses, donc qui regroupent plusieurs compétences, plusieurs métiers, des product managers, des solution managers, qui sont des équivalents des product owners, des développeurs, front-end, back-end, des product designers et des UX writers. Nous, en tant que UX Writer, quand on est arrivé, on s'est réparti les squads pour pouvoir couvrir l'ensemble de ce qui se passait, comprendre surtout ce qui se passait, commencer à connaître le produit, les équipes, et parce qu'il y avait du besoin un peu partout aussi. Donc, dans ces squads, on a dit qu'il y avait il y avait des métiers différents. Et ces métiers, en fait, ils sont regroupés aussi dans ce qu'on appelle des chapters, ce qui permet de partager des bonnes pratiques, des process, et de construire, de partager aussi des problématiques auxquelles on peut être confronté dans nos squads. Donc, c'est un modèle qui est intéressant sous ce principe-là. Dans le chapter Product Design, le chapter Product Design comprend plusieurs activités. La User Research, forcément, l'UX Writing et l'UX et l'UI Design. On parle d'activités parce qu'en fait, ce sont des activités qui sont sur lesquelles certains ont des expertises, mais qui sont réalisées par d'autres membres de l'équipe. C'est-à-dire que nous, en tant que UX Writer, on va pouvoir faire de la User Research, mais il y a un user research dans l'équipe. Et c'est pareil pour l'UX designer, il va faire un petit peu du UX writing parfois, ou un petit peu d'user research aussi.
Donc, si on rembobine encore un petit peu, on est arrivé il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, c'était 2 semaines, enfin, en tout cas pour ma part, c'était 2 semaines avant le confinement, et pour lui, c'était pile le jour où tout le monde a été renvoyé chez soi. Donc, c'était vraiment une période assez particulière pour intégrer une nouvelle équipe. Toutes les deux, quand on est arrivé, en fait, on avait déjà des expertises, des bagages et des parcours différents. Moi, j'avais plus un parcours de gestion de projet, tandis que Louise était plus dans la conception-rédaction. Donc voilà, ça faisait déjà des compétences assez intéressantes à mettre en miroir. De mon côté, moi, je m'occupais et je m'occupe toujours de la partie francophone de la plateforme, tandis que Louise, plutôt de la partie anglophone. Être à deux dans une équipe du X-Writing, c'est assez rare au tout début, en tout cas en France. Donc, c'était hyper intéressant, et il a été choisi de prendre 2 UX-Writers justement pour éviter un certain sentiment d'isolement qui peut être commun et répandu dans la pratique du X-Writing. Donc, pour nous, c'était vraiment c'était vraiment une chance de pouvoir être à deux dès le début et de pouvoir se dire ce qui n'allait pas, ce qui allait, d'évoluer ensemble voilà, depuis le début. Donc voilà, c'est chouette. Mais un challenge aussi, parce que comme j'ai dit, on n'a pas les mêmes parcours, on n'est pas les mêmes personnes. Donc voilà, c'est une nouvelle organisation à apprendre. Justement, donc quand on est arrivé, on a eu des débuts assez mouvementés avec une liste de choses à faire, une to-do list qui prenait au fur et à mesure des jours, des semaines, des proportions assez inquiétantes. Ça pouvait venir d'un peu partout parce que l'UX Writing n'était pas forcément très bien compris, parce qu'il y avait des besoins il y avait beaucoup de besoins, il y en avait vraiment à plein d'endroits différents. Donc, on a été confronté à des tâches, entre guillemets, assez variées et assez nombreuses. On les avait réparties un peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on devait structurer l'équipe, mettre en place des process, donc standardiser et structurer certains éléments. Et en même temps, il fallait quand même commencer à délivrer, à produire, à écrire, entre guillemets, sur ces premiers moments. Dans tout onboarding, c'est commun à tout métier. Il y a aussi ces notions d'acclimatation. Donc, on arrive dans une entreprise qu'on ne connaît pas forcément très bien, dans un secteur qu'on doit aussi apprendre à connaître, même si on peut y avoir déjà été confronté, et à des process qui sont pas forcément ceux qu'on a côtoyés non plus. Donc, ça fait vraiment un beau panel de choses à connaître et à appréhender. Donc, ce qu'on a fait, quand on a réussi à y voir un petit peu plus clair, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre un petit peu les choses à la source, donc définir notre métier et montrer un petit peu comment ça pouvait être différent de métiers qui pouvaient être considérés comme similaires. La conception-rédaction, notamment, est souvent un petit peu confondue avec l'UX Writing. On a aussi posé notre périmètre, notre scope, donc, et les priorités, les sujets sur lesquels on pouvait travailler. On a aussi essayé de séquencer un petit peu les types de tâches et d'estimer, d'accoler à chacune une estimation assez grossière du temps qu'on pouvait y mettre. Donc, le titre l'explique, on a structuré et documenté. Même si documenté, on sait très bien que les gens n'ont pas forcément le temps de lire, mais nous, ça permettait aussi vraiment de poser nos idées, les fondations en fait de ce qu'allait constituer notre équipe. Donc là, je vais vous montrer très succinctement concrètement à quoi ça ressemblait, c'est-à-dire que chez Open Classrooms, on utilise Notion comme encyclopédie, donc c'est un outil. C'est là où on peut retrouver toutes sortes de ressources. Donc, on a créé notre espace sur lequel on a commencé à publier des pages qui définissaient ce qu'on faisait, le scope et notre workflow, donc la manière dont on prenait les choses et les étapes par lesquelles on passait. On s'est adapté aux outils existants, c'est-à-dire que chez Open Classrooms, tout le monde dans l'équipe produit utilise Jira pour avoir de la visibilité sur les tâches, sur la charge de travail. Et nous, du coup, on a constitué notre propre Kanban avec les étapes qu'on estime être les nôtres. C'est un Kanban
qui a vocation à évoluer, qui a évolué, qui est passé par des moments d'acclimatation avec le produit qui étaient assez rigolo, dirons-nous, parce que voilà, c'est un outil qui avait plein de dépendances, donc on a un peu appris à connaître Jira par ce biais-là. Et enfin, on a pris du recul sur tout ce qu'on avait, tout ce qui venait à nous, toutes les tâches sur lesquelles on intervenait, et on a essayé de catégoriser ça et d'analyser ça dans enfin de grouper les types de tâches et surtout notre emploi du temps, comment est-ce que le temps a été réparti sur un temps T. Et ça nous a permis aussi de nous rendre compte que les sujets de structuration de l'équipe, ce qu'on appelait l'UX Writing Roadmap, en fait, on n'y passait vraiment pas suffisamment de temps. On passait beaucoup de temps sur les projets de la roadmap produit, donc toutes les fonctionnalités qui devaient sortir. Mais tout ce qui était vraiment dans les fondations, tout ce qui était les sujets glossaires, tout ce qui était vraiment les sujets structurants, le temps n'était pas suffisant. Ça nous a permis de tirer la sonnette d'alarme aussi à un moment, et pour faire se rendre compte que on ne pouvait pas dégager suffisamment de temps pour structurer. Et donc, ça nous a permis de tirer cette sonnette d'alarme, ça nous a permis d'envisager des solutions. Comment est-ce qu'on peut dégager du temps pour passer suffisamment de temps sur les sujets qui nous importaient et surtout sur lesquels on pensait avoir le plus d'impact. On s'est rendu compte que, en fait, si la situation dans laquelle on se trouvait en France n'était pas forcément commune, dans d'autres pays, dans d'autres entreprises, elle avait pu être des personnes avaient pu y être confrontées, avaient pu résoudre les problèmes que nous, sur lesquels on passait du temps au quotidien. Et donc, c'est là où j'ai vu que Marianne était dans la salle. On a pu faire intervenir Marianne pour nous aider justement sur l'établissement de ces fondations. Comment est-ce que on pouvait un peu reprendre les bases et résoudre les problématiques pour avancer sur les sujets qui nous importaient. Donc, ça s'est déroulé dans une série de workshops qui étaient très intenses. Sur lesquels on a réussi à faire intervenir aussi des parties prenantes qui n'étaient pas forcément dans l'équipe produit. Et du coup, ça a mené à des échanges vraiment très intéressants. Et surtout, ça nous a permis d'aboutir notamment à la rédaction de notre mission en tant que UX Writers chez Open Classrooms, à réduire le scope. Donc, ça, c'était un point très, très important. Et aussi à une revue des compétences. C'est-à-dire qu'on a pu analyser les compétences qui se trouvaient dans l'équipe et individuellement celles qu'on avait, celles sur lesquelles on voulait progresser et celles qui manquaient. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que on était en phase de recrutement. Donc, du coup, ça nous a permis aussi d'axer et de préciser un petit peu le profil qui allait venir compléter notre équipe. Voici la mission sur laquelle on a abouti. Donc, on a raccroché la mission d'Open Classrooms qui est de rendre l'éducation accessible. Il y a aussi des notions d'expérience utilisateur et de création de contenu clair, concis et cohérent. Cette mission, elle est hyper intéressante, mais plus on y est confronté, plus on se dit on a envie de la faire évoluer vers quelque chose qui est peut-être moins orienté création de contenu. Et en fait, c'est comme la pratique, cette mission, elle a vocation aussi à évoluer et à grandir avec nous. Là, je vous montre un petit peu la réduction du scope, comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vraiment posé à plat les tâches toutes nos tâches, et celles qui devaient rester dans notre scope, celles qui devaient sortir de notre scope. Et là, il y avait deux possibilités. Soit ça pouvait être d'autres personnes de l'entreprise qui pouvaient les prendre, soit on pouvait externaliser. Donc, ce travail nous a aussi permis de trouver des gens avec qui on allait travailler, d'externaliser en fait, de trouver des outils, des plateformes, de nouer des collaborations avec des personnes à l'extérieur d'Open Classrooms. Et notamment, là, sur la relecture et sur la traduction. Ce travail de workshop, il nous a aussi permis de vraiment mettre l'accélérateur sur les content guidelines. Voilà, c'est vraiment un sujet pour tout UX Writer. Le guide de style, ça nous a vraiment permis, tout ce qu'on avait collecté au cours des mois qu'on avait passé chez Open Classrooms, tout ce qu'on avait vraiment à des endroits épars, de dégager du temps en réduisant le scope pour pouvoir enfin publier et même passer du temps aussi à rédiger finement ce qu'on voulait mettre dans ces guidelines de contenu.
Donc ça a été la première partie, donc c'était vraiment les guidelines de contenu. Et là, aujourd'hui, on est plus sur la phase où on va rédiger pour les composants, pour aider aussi les designers à monter en compétences et vraiment, en fait, à catégoriser, enfin, pas à catégoriser, pardon, mais à vraiment afficher des règles, enfin, indiquer des règles assez claires pour que les autres puissent se servir puissent écrire aussi sur vraiment des composants assez précis d'un design system. Et donc, le troisième élément, le dernier plutôt élément qui a émergé de ce workshop, c'est la précision du recrutement, sur lequel on était quand même depuis un certain temps. On cherchait, comme beaucoup, le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que pour Open Classrooms, on avait envie de quelqu'un qui était bilingue et qui était en mesure d'écrire de la copie en français et en anglais. C'est quand même quelque chose qui est assez rare. Donc, ça, c'était un élément qu'on a mis de côté. On demandait aussi 4 ans d'expérience minimum en UX Writing. Vu la maturité du champ en France, c'était quand même un peu présomptueux de notre part de vouloir ça. Donc, c'est des éléments sur lesquels on est un petit peu revenu. Et en fait, on a focalisé vraiment le recrutement sur l'aptitude de cette personne à construire la vision de l'UX Writing chez Open Classrooms, une expérience produit et design. Et c'est en ça qu'on a abouti à intégrer Morgane dans notre équipe. Morgane, à qui je vais passer la main maintenant. Je prends le relais. Bonsoir tout le monde. Je répète ce qu'a dit Hélène. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais tout de suite partager mon écran. Hop. Il faut que je présente. Est-ce que c'est bon? J'ai toujours un petit doute. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Super, merci. Donc, effectivement, moi, je vais plutôt parler je vais commencer par vous parler du constat, là où on en est aujourd'hui, et faire un état des lieux avant de vous parler de là où on a envie d'aller en tant qu'équipe et de notre vision. Donc, effectivement, on est 3 depuis début juin. Donc, voilà, j'ai rejoint l'équipe. On forme maintenant un trio, toutes les 3, qui est encore plus complémentaire que la complémentarité qu'avaient déjà Louise et Hélène. Et effectivement, Hélène l'a déjà dit. Moi, je suis venue apporter des compétences plutôt aussi en UX design, puisque j'ai été UX designer pendant plusieurs années avant de devenir UX writer. Donc, l'équipe a maintenant 1 an et demi et en faisant ce constat, on s'est rendu compte qu'on était quand même, on avait réussi à construire des bases assez solides. En ce qui concerne nos fondations, notamment, aujourd'hui, on est une équipe qui est vraiment intégrée au sein de l'équipe Product Design. Hélène a présenté plus en détail notre organisation. Et c'est une équipe qui est appréciée. Il y a des vrais liens de confiance qui se sont créés avec les autres équipes et beaucoup de connexions. Et du coup, ça fait vraiment, ça a créé un vrai lien de confiance et les collaborateurs de l'organisation savent qu'ils peuvent compter sur nous. On a aussi, comme Hélène l'a dit, défini un scope en interne. On l'a documenté. Il y a une mission qui existe aujourd'hui, qui est partagée, qui va être amenée à évoluer, c'est certain. Mais en tout cas, elle existe, elle est connue de tous. Et puis, Hélène l'a dit, effectivement, voilà, il y a déjà des premiers éléments, des premiers apports dans le design system et c'est hyper important pour nous d'y contribuer. Design system, d'ailleurs, qui est libre de droit, donc complètement accessible. Il s'appelle Classify et on est fiers de son puisque c'est Louise, donc la 3e membre de notre équipe, qui a donné son nom à ce design system. En ce qui concerne nos process, voilà, encore une fois, des premiers éléments qui ont été posés. On continue de travailler sur notamment un template de discovery, un template d'itération. Donc, comment, en tant que UX Writer, on va venir nourrir la réflexion et le process, et à toutes les étapes du process, comment on va venir s'intégrer. Et puis aussi, effectivement, de la documentation sur des process qui, aujourd'hui, sont encore dans notre scope, notamment sur des process de localisation, par exemple, et d'utilisation de l'outil
que nous on a qui s'appelle Phrase. Voilà, ça aussi, ça va être amené à évoluer. On travaille en ce moment plutôt sur la vision et comment faire sortir la localisation de notre scope parce que elle n'a pas forcément vocation à y rester. Et puis c'est un vrai métier avec des gens qui savent le faire bien mieux que nous. En tout cas, aujourd'hui, ça fait encore partie dans une certaine mesure de notre scope. Donc, on a à cœur aussi de documenter, de processer ces éléments-là. Et puis la dernière partie sur l'équipe, on est passé de 2 à 3, donc je crois qu'on peut dire qu'on est une équipe en croissance, sans problème. Mais évidemment, cette croissance-là, Hélène a commencé à l'évoquer, ça a impliqué pas mal de préparation en termes de recrutement, des templates de mails de recrutement, une grille de compétences, Hélène l'a évoqué, et elle est encore aujourd'hui en, en, en évolution. Et puis, on a préparé un case study, des trames d'interview, enfin voilà, beaucoup d'éléments liés au recrutement aussi, à la croissance de l'équipe. Et puis, ce soir, on est la preuve. Voilà, on essaye aussi de communiquer à l'externe. Ce soir, c'est un meet-up, mais il y a aussi des articles sur Medium, des participations à des podcasts. Donc, on a aussi cette ambition-là. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on se sent vraiment prête à maximiser notre impact et à apporter plus de valeur dans ce qu'on fait et dans l'organisation. Et évidemment, ça va passer par plein de leviers. Il y a beaucoup d'enjeux. On ne pourra pas rentrer dans le détail de tout ce soir, mais c'est ce qu'on avait aussi envie de vous présenter. Mais c'est important de parler aussi des axes d'amélioration parce que voilà, des bases solides et des choses construites, on en a conscience aussi. On a évidemment conscience qu'il y a des axes d'amélioration et on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Tout ça, tout le process est un process itératif, donc il y a des choses à améliorer. Et on se rend compte notamment, et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par nombre d'entre nous, UX Writers, le sentiment d'être partout. Nous, en ce qui nous concerne, effectivement, on est aujourd'hui on est présente dans toutes les squads qui existent. Donc dans plusieurs squads en même temps. Donc évidemment, ça crée des problématiques. Typiquement, on ne peut pas être présente à tous les rituels de toutes les équipes parce qu'on n'a pas encore le don d'ubiquité. Enfin, voilà. Et en plus, il y a de plus en plus de squads, puisqu'on a de nouvelles squads qui se créent en ce moment. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça. On est aussi sur tous les sujets aujourd'hui dans nos squads. Donc, on travaille sur tous les sujets. Donc, beaucoup d'équipes, beaucoup de sujets, beaucoup de types de sujets différents. Parce qu'on va évidemment faire de l'UX Writing, c'est notre métier. Mais je l'ai évoqué tout à l'heure, on a encore aujourd'hui dans notre scope un petit peu de localisation, des problématiques de traduction, du copywriting. Alors, on a la chance d'avoir Louise avec nous qui a un bagage de copywriter. Mais voilà, ça fait beaucoup de typologies de sujets à adresser. Et puis, on travaille aussi avec d'autres teams qui peuvent avoir des besoins de copie, du X-Writing ou des sujets qu'elles voudraient nous partager sur lesquels auxquels elles aimeraient qu'on participe. Donc, on est partout, mais on a quand même globalement un sentiment parfois de n'être vraiment nulle part et de ne pas avoir le temps de se poser, de se concentrer sur un sujet et d'y apporter vraiment de la valeur. Ça crée un sentiment de frustration parfois, et on trouvait que cette jeune personne illustrait bien la frustration. Voilà, de la frustration forcément, parce que, comme je viens de le dire, un manque de focus finalement, et à la sortie, peu d'impact, alors qu'on aimerait vraiment apporter beaucoup plus de valeur. L'idée du coup, c'est vraiment de se dire comment on a envie d'apporter plus de valeur. Comment on a envie d'avancer et quelle est la vision qu'on a pour l'équipe. Donc, on s'est posé la question, voilà, et on a essayé de reposer ça un petit peu simplement. Et finalement, on a utilisé le modèle du Golden Circle de Simon Sinek, qui est à destination plutôt des organisations au départ, mais il fonctionne très bien à l'échelle d'une équipe. Et il nous intéressait parce qu'il nous permettait vraiment de se reconcentrer sur le pourquoi avant de penser au quoi. Donc, quelles sont nos croyances, quelles sont nos ambitions,
Et ensuite, se poser la question de comment on va les atteindre et finalement, in fine, qu'est-ce qu'on fait. Le pourquoi, alors là, le pourquoi. Donc, c'est vraiment nos croyances. Nous, on croit dans le fait que le contenu doit être au cœur de tous les process et au cœur de toutes les réflexions design. C'est la croyance qu'on a et c'est ce qu'on a envie de diffuser au sein de notre organisation. Comment on va atteindre cet objectif-là? On a commencé à l'évoquer. L'idée, c'est de se reconcentrer sur les sujets les plus prioritaires, là où notre valeur pourra vraiment s'exprimer. Et in fine, qu'est-ce qu'on fait? On délivre évidemment du contenu de qualité, mais ce contenu, le fait qu'il soit passé par finalement toutes les étapes d'un process de design, ça fait qu'à la fin, le contenu a un réel impact sur nos utilisateurs, évidemment, mais aussi sur le business. Autour de ça, du coup, quels sont les enjeux qu'on va avoir pour atteindre cet objectif? On en a déterminé plusieurs. On n'a pas forcément le temps ce soir. On aurait bien aimé de rentrer dans les détails de tout, mais voilà, on a essayé de synthétiser un peu notre vision. Effectivement, on va devoir prioriser en identifiant avant tout les priorités de l'organisation et ne se concentrer que sur elles. Ça va être du coup cette priorisation-là, on est en train de la construire et on est en train finalement d'identifier les critères qui vont nous permettre de construire ces priorités. Ça va être bien sûr les enjeux business. On imagine aussi la criticité des sujets, le fait que ce soit un nouveau sujet, des nouveaux utilisateurs. Enfin voilà, on est vraiment en train de construire un peu un arbre de décision qui nous permettra de prioriser les différents sujets. Donc ça, c'est pour les sujets finalement roadmap produit. Évidemment, il va falloir qu'on identifie aussi et qu'on priorise les sujets de notre chapter. Hélène l'évoquait tout à l'heure, c'est finalement souvent des sujets qu'on a tendance à laisser un peu de côté quand on est prise dans le feu de l'action. Mais encore une fois, on est une équipe en construction et on a à cœur aussi de garder du temps et de prioriser les sujets de notre roadmap de chapter. Et puis ça va passer aussi, ça a déjà été fait, mais je pense qu'on va continuer à le faire. On va encore redéfinir notre scope, le réduire certainement encore une deuxième fois. On a déjà évoqué certains sujets qu'on voulait sortir de notre scope à terme, mais ça implique d'abord de préparer leur sortie, donc la localisation. Quelle est notre vision sur la localisation? Comment on prépare cette vision? Avec qui? Et puis, évidemment, aussi sortir la traduction de notre scope et plutôt dans un premier temps déjà l'externaliser et redéfinir notre scope. C'est très bien, mais il faudra certainement aussi mieux le communiquer que ce qu'on avait fait auparavant pour que largement toute l'organisation soit au courant de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas et de comment on le fait. Donc ça, c'est notre premier enjeu de priorisation. Le deuxième, hyper important évidemment, ça va être la mesure, parce que faire des choses, les implémenter, c'est bien, mais il va falloir les mesurer pour s'assurer qu'on est parti dans la bonne direction. Donc notre objectif, c'est d'identifier finalement pour chacune de nos priorités, chacun des sujets qu'on va adresser, identifier des objectifs, mesurer les résultats et communiquer nos résultats, que ce soit un succès ou un échec, voilà, communiquer là-dessus. Pourquoi? Pour pouvoir aussi répliquer les succès qu'on va pouvoir avoir et puis éviter de faire plusieurs fois les mêmes erreurs. Et puis évidemment, on va mesurer aussi ce qu'on fait, la façon dont on travaille avec les autres équipes et la façon dont on est perçu. Il y a un premier survey qui a été envoyé aux équipes avec lesquelles on travaille. On leur a demandé de parler de la relation qu'on avait ensemble, comment elles percevaient cette relation, comment elles percevaient la valeur de notre travail, comment aussi elles définissaient notre travail. C'était hyper important de comprendre comment nos collègues comprennent ce qu'on fait. Donc ça, c'était une photo, un instant T, et ce survey-là, on envisage de le renvoyer
à différents moments, mais du coup, pour pouvoir mesurer aussi les résultats de ce qu'on fait et s'assurer que on a amélioré notre manière de délivrer de la valeur avec les équipes avec lesquelles on travaille, qu'on a aussi permis d'améliorer ne serait-ce que la définition déjà de ce qu'on fait et que les collaborateurs comprennent mieux ce qu'est un UX Writer. Donc ça nous permettra aussi de mesurer. Le troisième enjeu, c'est un enjeu d'évangélisation qui a très fortement commencé en interne et qu'on va simplement continuer. Par exemple, la semaine prochaine, on a une masterclass. Donc, les UX Writers, l'équipe UX Writing chez Open Classroom va parler à l'organisation de ce qu'on fait, comment on le fait, comment on a envie de le faire, notre vision, un peu ce qu'on se dit ce soir, mais sous une forme un peu différente. Et voilà, donc ça, c'est un premier élément. Il y a aussi, on essaye aussi de mettre en place des outils plutôt de self-service finalement et de formation à destination des autres équipes pour qu'elles puissent aussi être plus autonomes parce qu'on n'a pas vocation, encore une fois, à être partout. On va prioriser, donc il y a des sujets sur lesquels on va pas être et du coup, on va devoir dire non, tout simplement. Donc, l'idée, c'est aussi que les autres équipes puissent être plus autonomes et qu'on leur apporte, du coup, les outils qui vont leur permettre d'être autonomes sur ces sujets. On va former aussi, évidemment, les product designers. C'est super important. Et puis, se former aussi nous-mêmes dans l'équipe. Encore une fois, on a des bagages différents toutes les trois. Donc, on a aussi tout intérêt à s'apporter les unes les autres et à se former sur nos compétences respectives. Et puis le quatrième enjeu, ça va être un enjeu de structuration. On en a parlé, il y a des éléments, on a commencé à construire nos guidelines de contenu. On a aussi participé, on participe activement aux guidelines des composants de notre design system. L'idée, c'est aujourd'hui de structurer tout ça et d'établir un peu des niveaux de lecture. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vont être amenées à utiliser tout ce qu'on fait, tout ce qu'on documente. Il faut que tout le monde arrive à trouver là-dedans ce qu'il était venu chercher. Encore une fois, dans l'idée de donner de l'autonomie aux autres équipes. Donc, l'idée, c'est aussi de détailler, d'établir des niveaux de lecture, que chacun puisse s'y retrouver et puisse trouver l'information qu'il était venu chercher et s'en servir. Et enfin, identifier, et on a un vrai enjeu sur l'identification et le design de flow et de pattern. Quand je dis flow et pattern, je pense par exemple à un sujet auquel on réfléchit en ce moment, qui sont les onboarding. Ce sujet-là, on travaille aussi en termes de contenu et c'est un sujet qu'on va pouvoir ensuite, une fois qu'on aura établi des règles, c'est un sujet dont tout le monde va pouvoir se servir. Et voilà, chaque personne qui demain réfléchira à un onboarding sur son périmètre aura des règles très claires dont il pourra se servir, ce qui nous permettra, nous, d'être plutôt là en soutien à un moment donné si besoin, mais la matière sera déjà là. Et le dernier enjeu pour nous, ça va être de préparer bien sûr la croissance. On est déjà passé de 2 à 3 et déjà on s'est rendu compte rien qu'en passant de 2 à 3 que finalement les processus et les rituels qu'Hélène et Louise avaient mis en place, qui marchaient très bien à 2, finalement à 3, ils marchaient déjà moins bien. Donc on pense aussi évidemment à rendre nos process et nos rituels scalables et du coup qu'ils restent pertinents, quel que soit finalement le nombre qu'on sera. Et puis évidemment, on est une équipe en croissance dans une entreprise qui est elle-même en forte croissance et qui va se développer à l'international. Donc on prépare tout ça, on a tout ça en tête. Donc on réfléchit, notre meeting UX Writing, comment il va pouvoir grandir et évoluer, les content critiques, voilà, tous ces rituels-là, comment est-ce qu'ils vont rester pertinents au fur et à mesure. Et puis on pense évidemment à la diversité de l'équipe. La diversité à tout point de vue en termes de culture, en termes d'expertise, en termes de genre, évidemment. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est 3 filles. On n'a pas vocation à rester 3 filles. Ça n'était pas un choix. Voilà, donc on serait ravis, évidemment, d'accueillir
voilà, d'autres personnes, d'autres, encore une fois, voilà, c'est important pour nous aussi de penser à ça. Finalement, si on résume un peu et rapidement, on aspire vraiment à se concentrer sur les sujets les plus prioritaires pour exprimer la valeur de ce qu'on fait. Et ça passera par la communication des résultats de tout ce qu'on va faire. On y parviendra en donnant plus d'autonomie aux collaborateurs sur l'UX Writing, sur notre métier, et ça passera par la structuration de nos guidelines, évidemment. Et donc, dans un contexte de forte croissance de l'organisation, on réfléchit à la scalabilité de nos process et à la diversité de l'équipe. Et on parle évidemment de diversité de l'équipe et de croissance, et on en parle d'autant plus que on va accueillir 2 nouveaux UX writers très bientôt. On va les accueillir, mais les postes, ces 2 postes-là sont ouverts, donc on est super contents. Ça veut dire que bientôt, on sera 5 dans l'équipe. Voilà, mais j'en profite pour vous dire quand même ce soir que si vous avez envie voilà, de participer à ce qu'on vous a raconté ce soir, d'apporter votre vision aussi dans tout ce qu'on vient de se dire, ben voilà, nous, on va accueillir, on a un poste là qui est ouvert et un poste qui sera ouvert en début d'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu Louise, Hélène et moi, quand on sait qu'on va accueillir de nouveaux UX writers, qu'on va encore avoir voilà, plus de feedback et plus de répondants sur tout ce qu'on fait. Donc on est un peu surexcités. Voilà, je pense qu'on a beaucoup parlé. J'ai pas trop regardé le temps, mais c'est le moment des questions. Si vous en avez, quelles qu'elles soient, on serait ravis d'y répondre. Et je vais peut-être arrêter du coup le partage de mon écran pour vous voir, ce sera plus sympa. Bah, merci beaucoup Morgane, merci Hélène. Bah, c'était hyper intéressant. Alors, je suis Camille, pareil, du collectif UX Writers FR, donc c'est moi qui vais un peu centraliser les questions. Donc, on en a déjà pas mal. La première, bah, je vais en grouper 2, je pense, c'est autour des guidelines. Donc, on a une question, si je remonte un petit peu le fil, de Clara qui demande quelle différence on fait entre les content guidelines et la ligne éditoriale. Et je vais la couper avec une autre question que j'ai vue passer autour du design system, qui était, voilà, est-ce que vous prenez part au design system d'Open Classroom et si oui, comment? Voilà. Du coup, je peux prendre la première. La différence entre la ligne éditoriale et les content guidelines, en fait, ça peut être proche dans le sens où dans des content guidelines, on va avoir des éléments de ton et de voix qui sont un petit peu la manière dont s'exprime une marque, une entreprise, une entité, une organisation, etc. Et en plus de ça, on va avoir également dans des content guidelines des éléments de règles un peu plus, quel mot on va employer, qu'est-ce qu'ils veulent dire, la manière dont on va écrire les boutons d'appel à l'action, enfin des règles un petit peu plus concrètes et en même temps des éléments un petit peu plus macro ça va être de tel ton à tel ton, la marque s'exprime avec une voix qui est plutôt assertive ou plutôt enjouée. Et ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver sur des lignes éditoriales aussi. Je pense que la ligne éditoriale, c'est plus un terme qu'on emploie quand on rédige pour les réseaux sociaux, pour des articles, mais fondamentalement, je pense qu'on peut en faire l'un ou l'autre. Enfin, c'est ce qu'on décide de mettre dedans qui prime. Mais à mon sens, on peut retrouver des éléments de voix aussi dans une éditoriale. Et voilà. Et le deuxième question, si tu veux, Morgane, prendre la suite. Et oui, je peux. Il me semble que c'était sur la façon dont on prend part au design system OC. C'est ça. Alors oui, on y prend part au même titre que les product designers. Et finalement, notre contribution, elle va se faire à différents niveaux sur on va dire, le plus macro, par exemple sur les éléments de la marque, où évidemment, on a travaillé autour de la voix Open Classroom, des tons Open Classroom. C'est des éléments qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train d'enrichir. Donc ça, c'est peut-être les niveaux les plus macro. Et puis finalement le plus micro, ça va aller jusqu'aux composants. Donc chacun des composants
que vont utiliser les designers et qu'on utilise aussi, nous, bien sûr, au quotidien, et ben, on va venir les nourrir avec des règles de contenu. Et le fait qu'on le fasse ensemble, product designer et UX writers, ça fait que finalement, on se retrouve avec des composants extrêmement riches où on a pensé à tous les use cases, à tous les scénarios. Voilà. On se rend compte évidemment que si on le fait chacun séparément, finalement, le travail est un petit peu bancal. Donc voilà, on n'avance pas forcément au même rythme et au même moment. En tout cas, l'idée, c'est qu'on arrive à la fin à avoir des composants qui soient vraiment documentés par chacun d'entre nous et qui soient finalement exhaustifs et assez complets pour que chacun puisse s'en servir. Ok, merci beaucoup. Je vais enchaîner sur une question de Marine qui, à mon avis, un peu sur le même sujet, c'est quelle sorte d'outils de self-service souhaitez-vous mettre en place pour rendre les équipes autonomes? Par exemple, des normes pour servir de référence. Alors, est-ce qu'en plus du design system, vous auriez d'autres outils, par exemple? Ouais, on a même une petite page Notion parce qu'on a tout documenté vraiment pour essayer d'accompagner les gens avec qui on travaillait. Il y a il peut y avoir des extensions Google de relecture. Ça, c'est pour vraiment éviter les fautes d'inattention quand on écrit. Donc, on a documenté ce type d'outils. On peut avoir aussi des outils de glossaire, donc ça, hyper important, où là, on consigne les termes qui sont employés, dans quel cadre on les emploie et qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement. Très utile dans un cadre où on va localiser un produit ou traduire, puisque du coup, on va pouvoir mettre des équivalences dans d'autres langues, même si, bon, parfois, c'est pas aussi bête et méchant que ça, mais en tout cas, c'est déjà une base intéressante. Il y a le design system, content guidelines, donc ce duo qui fonctionne ensemble, où là, c'est plutôt à destination des designers, mais on y retrouve quand même un certain nombre de règles grammaticales, de ton, de voix, de comment on emploie, comment on écrit des boutons d'appel à l'action, etc. Et on a aussi des outils qu'on avait trouvés où on analyse les titres, je sais plus comment ça s'appelait, mais il faudrait que je retrouve la page avec tous les outils. Mais ouais, on a des outils comme ça où on analyse l'engagement que peut générer un titre sur une section où je les ai plus en tête. Mais ouais, il y avait comme ça toute une liste d'outils. Ouais. Et après, si je peux juste tout petit peu compléter, Hélène a déjà tout dit, mais l'idée, c'est aussi qu'on avance en fonction des besoins aussi des autres équipes. Donc, l'idée, c'est d'aller les identifier, de leur demander quels sont les besoins, d'essayer d'identifier un peu des patterns. Et nous, en fonction de ça, à terme, de créer finalement peut-être des outils auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui pourraient être utiles aux différentes équipes. Donc, on fait avec l'existant tout ce qu'a évoqué Hélène et on va essayer aussi de construire et de répondre au plus proche des besoins. En effet, parce que du coup, la liste que je viens d'évoquer, par exemple, ça veut dire que la personne doit aller chercher l'information à des endroits. C'est pas forcément idéal si on veut amener les gens à se servir de ces outils. Ce qu'il faut, c'est plutôt les pousser vers eux. Donc, c'est vraiment cette liste un peu, c'est la version 0 du self-service qu'on est amené à proposer. D'accord, très clair. La transition est toute trouvée. J'ai 2 questions d'Hugo qui sont quel est votre stack UX Writing? Donc, j'ai mis votre stack d'outils. Puis, Hugo, tu veux préciser, mais je pense que c'est ça. Et si vous avez des rituels. Yes, les outils, Figma, le premier et le seul d'entre tous, non, je rigole. On utilise beaucoup vraiment Figma, moi je passe beaucoup de temps dessus. Notion pour documenter le design system. C'est pas très fancy. Je Phrase pour gérer les clés de traduction, la traduction. Mais globalement, c'est vraiment ces outils-là qu'on utilise. Jira pour la gestion des tâches, enfin de la priorisation aussi. Slack pour échanger. Et voilà. Je ne sais pas si Morgane, tu en as d'autres en tête. Non, j'avais envie de rebondir sur Figma pour la partie design. Évidemment, on sera toujours amené à travailler un moment ou un autre dans Figma. Peut-être que notre envie aujourd'hui, c'est de repousser Figma finalement le plus loin possible dans le process. Donc, on réfléchit aussi à des
copy docs finalement, là où voilà, nous, on va venir documenter la copie, puis voilà, avoir de la visibilité aussi sur les différentes modifications au fur et à mesure du temps. Pour éviter l'écueil qu'on connaît tous habituel de tiens, le design est prêt, est-ce que tu ne mettrais pas des mots à cet endroit-là? Voilà, donc c'est important aussi d'avoir nos propres outils en dehors de Figma, ce qui ne nous empêche pas bien sûr de travailler sur Figma avec les designers. Et pour les rituels, je crois qu'il était la deuxième partie de la question d'Hugo, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que nous avons comme rituel? On a un rituel, donc notre UX Writing meeting hebdomadaire. On se retrouve toutes les trois, qu'on a d'ailleurs très récemment fait évoluer. Donc aujourd'hui, pour la première fois, c'était un nouveau format. On a essayé de mettre un peu plus de règles, des bonnes pratiques, voilà, parce qu'évidemment, on a trop de choses à se raconter, donc ça prenait des proportions pas possibles. On a un chan sur Slack, on s'est fait un chan Content Critics. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément un rituel dédié, mais on a notre chan qu'on essaye de nourrir et je pense qu'à terme, très rapidement, ça deviendra un rituel. Ça, c'est nos rituels de chapter. Je ne crois pas qu'on en ait d'autres. Et après, on a nos rituels de chapter product design et puis nos rituels de squad. Donc, beaucoup de rituels. Ça en fait pas mal déjà. Oui, carrément. Ça a été une question que j'ai vue aussi. Comment est-ce qu'on peut rationaliser un petit peu tout ça? Est-ce qu'on a vocation aussi à se détacher de certains rituels? C'est des questions qui sont aussi en réflexion. Très bien. Alors, j'ai une autre question de Louis qui demande est-ce que les UX Writers chez Open Classrooms font de la recherche, test utilisateur ou autre? Ouais, alors je démarre et Hélène, si tu veux rajouter quoi que ce soit. Oui, bien sûr, on a vocation à le faire. Dans l'équipe, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir un researcher parmi nous. Donc il est là et voilà, on a vraiment vocation à travailler avec lui. Et bien sûr, on fait de la recherche à notre niveau et évidemment, on fait des tests, on organise des tests, on participe aux tests. Alors, on le fait dans une certaine mesure aujourd'hui. On a envie de le faire beaucoup plus demain. Encore une fois, ça fait sens avec l'idée aussi de la mesure, de ne rien faire sans savoir pourquoi on le fait et puis ensuite s'assurer que ce qu'on fait était bien la bonne direction à prendre. Donc voilà, on essaye quand on n'a pas forcément l'occasion, mais voilà, je l'ai fait récemment et on se dit que c'est peut-être un bon format quand il y a des tests utilisateurs, par exemple, qui sont prévus par les designers. Et ben nous, de notre côté, on peut peut-être hacker pendant 5 minutes et dire ah ben j'ai un petit sujet, 5 minutes, voilà. Mais en tout cas, avoir systématiquement du contenu qui est aussi testé et essayer de systématiser un peu ça. C'est notre ambition en tout cas. Et juste pour compléter, on essaye vraiment de plus en plus de s'intégrer dans les process de research. Au début de ce qu'on appelle des phases, donc des projets qui peuvent durer 2 semaines, il y a une part qui est accordée à la recherche. Et nous, voilà, on essaye de plus en plus de s'insérer dans ces phases-là au tout début, de co-construire les hypothèses avec le designer, de participer au user test et pour pouvoir aussi avoir réponse à une question. Au-delà mais aussi le fait de pouvoir carjacker, entre guillemets, certains user tests et aussi pour des questions qu'on peut avoir hyper intéressant aussi. Mais il y a ces 2 facettes-là dans un projet et puis un peu en parallèle aussi pour pouvoir avoir du feedback. Ok. Alors moi, j'avais une petite question. On parlait justement du fait que en tant qu'illustrateur, on a beaucoup, beaucoup de travail. On est souvent sur plein de projets. Et ma question, c'était comment, quand on arrive vers vous avec plusieurs projets à la fois, comment vous arrivez à prioriser? C'est-à-dire vers qui vous vous tournez, quelle est votre méthode, en tout cas, pour prioriser les sujets? Eh ben, ça dépend en fait, vraiment. Idéalement, il faut prioriser par impact. Le sujet qui a le plus d'impact, c'est celui qui va venir en premier. Après, il arrive très souvent qu'on nous dise, voilà, ça c'est vraiment, ça nous est arrivé récemment, ce sujet-là, vraiment, le reste peut être mis de côté parce que celui-là a vraiment est vraiment très, très important.
Quand c'est moins urgent que ça, c'est vraiment en fonction du... Enfin, je sais même pas, c'est vraiment très variable. On travaille sur justement un framework qui va nous permettre de vraiment de pouvoir prioriser sur des critères un peu plus définis que ça, mais c'est en fonction de ce qui... Enfin, en fait, actuellement, on prend tous les sujets des squats, donc la question, en fait, elle se pose à peine. C'est plus pour les demandes annexes où là, du coup, c'est en fonction de la bande passante qu'il peut y avoir, où là, on peut se dire, bon, sur ce sujet-là, non, c'est pas possible. Vu que j'ai la roadmap produit qui est quand même plus prioritaire, cette demande, je ne la prendrai pas. Ou alors, je renverrai la personne sur d'autres personnes qui peuvent l'aider, ou alors sur des outils ou sur une solution pour ne pas non plus juste dire non. Mais, ouais. Ouais. Ben, je rejoins Hélène, disons qu'aujourd'hui, mais ça n'est que mon opinion, mais je pense que c'est une très bonne chose. Ce que je disais tout à l'heure, les filles ont vraiment réussi à construire ce lien de confiance aussi parce qu'elles ont beaucoup dit oui et que les portes étaient ouvertes et que les gens sont venus frapper à la porte de l'UX Writing. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut le faire? Du coup, on est encore dans ce syndrome de, bah voilà, il y a plein de choses qui nous arrivent. On sait qu'à terme, on a très envie de dire non, mais il va falloir expliquer pourquoi on dit non, réexpliquer ce qu'est notre process, comment on travaille et réexpliquer et identifier, nous d'abord, j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, mais très rapidement, les critères qui vont nous permettre de prioriser justement des critères vraiment très tangibles, voilà, qui ne seront pas à la deadline parce que c'est pas ça, mais ce sera du coup voilà quelle valeur on peut apporter, quel est le niveau de criticité sur ce sujet, est-ce que c'est un nouveau sujet, des nouveaux utilisateurs, etc., etc. Aujourd'hui, on est encore un peu dans on dit oui à tout et on crée ce lien de confiance. Je pense que tout doucement, dans les mois à venir, notre objectif, voilà, c'est d'arriver avec cet arbre de décision, de communiquer une fois qu'il sera bien posé, et du coup de travailler un petit peu différemment et la question de la priorisation se posera différemment du coup. Très bien. Et j'avais une dernière question qu'on a reçue par email. Tu parlais tout à l'heure, je crois, Hélène, de l'intervention de Marianne, qui est consultante en contenu et en UX Writing. Ma question, c'était en fait, pourquoi vous avez eu envie de la faire intervenir et finalement, pour une si petite équipe, est-ce que ça avait du sens? Comment ça s'est passé? Et vraiment, quel est le bénéfice que vous en avez retiré? Yes. En fait, c'est à partir du moment où on a fait un petit peu ce micro-audit de comment était un peu réparti notre temps, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un déséquilibre qui n'était pas du tout bénéfique ni pour l'équipe, ni pour les sujets qu'on traitait. Et on était un petit peu en contact avec Marianne sur LinkedIn. Et c'est vrai que l'expérience, pourquoi ne pas bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes-là et qui a construit une équipe qui est passée de 3 à 80, alors que nous, on est vraiment dans ces étapes au tout début. Pourquoi ne pas en bénéficier? C'est vraiment, c'était le fait de faire intervenir Marianne, c'était un accélérateur en fait. Plutôt que de se dépatouiller un peu tout seul et de se casser les dents sur des problématiques, l'idée c'était de pouvoir justement bénéficier de l'expérience de quelqu'un là-dessus. D'un regard externe aussi, parce que c'est vrai que nous, on est complètement dedans. Au bout d'un moment, on ne voit plus rien. On ne sait plus par quel bout prendre les sujets. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un d'externe, c'était vraiment intéressant aussi là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Non, mais c'était très bien. Alors, on arrive en fait à la fin de notre meet-up. Donc, je crois que certaines questions n'ont pas eu de réponse. Donc, on va les garder sous le coude et les transmettre à Hélène et Morgane afin qu'elles puissent y répondre, soit par mail, soit via nos réseaux sociaux. Donc, on va garder ça bien au chaud. Et puis, il est venu le temps de vous annoncer notre prochain meet-up qui aura lieu le 11 octobre. Et il aura pour thème la rédaction technique et la rédaction UX, et en quoi ces deux disciplines ont finalement beaucoup de points communs. Et on va faire notre rentrée en présentiel, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc notre meet-up aura lieu dans les locaux d'une entreprise qui s'appelle Storm Shield.
On va vous poster les infos du Meetup tout bientôt. On va publier ça sur la plateforme Meetup. Donc, il ne me reste qu'à remercier très chaleureusement Hélène et Morgane pour ce talk qui était vraiment très, très intéressant. Vous remercier tous pour votre présence. On est content de vous retrouver en cette rentrée 2021. Et on espère vous voir un petit peu nombreux à notre prochain meet-up à distance, en présentiel, pardon, et à nos prochains meet-up en distanciel pour novembre et décembre. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et j'espère à bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée.